Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour vous aider à expliquer des jeux lors de votre prochaine soirée jeu. Salut tout le monde, Mathieu de On Joue Dessus. J'espère que vous avez passé des belles vacances d'été. C'est bientôt le retour à l'école, à la normale. Donc il y a un peu tout qui va reprendre son cours sur la chaîne, donc les podcasts aussi, ainsi que les vidéos. Je vais essayer de faire une fois par semaine, mais étant donné que là maintenant je reprends encore plus de travail à l'école, il y a des bonnes chances que ça soit une vidéo à chaque 2 semaines. On va voir comment ça va, mais pour aujourd'hui, je voulais vous parler de l'explication des jeux de société parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup sur cette chaîne et puis c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans ma vie. On me demande souvent, soit par des questions qu'on m'écrit ou même des fois dans mon entourage, les gens me disent « Mais comment tu fais pour expliquer des jeux de société? » Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous donne des conseils sur comment expliquer des jeux de société parce que souvent ça m'arrive de voir des gens, d'autres joueurs expliquer des jeux puis je vois des petites erreurs que peut-être que vous faites, peut-être que vous faites pas. D'ailleurs, si à la fin de cette vidéo, il y a des conseils que vous avez, que vous voulez donner aux gens de la communauté, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bien sûr, ces 5 conseils s'appliquent surtout à mon expérience personnelle. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître dans ce que je dis, ce qui est normal. Et puis bien sûr, il y en a plus que 5 que je pourrais vous donner, mais pour le moment, je vous en donne 5. Et puis il y aura peut-être un petit 6e en bonus. Sachez aussi que ces 5 conseils ne sont pas nécessairement dans un ordre particulier. C'est pas parce qu'ils sont en 5 qu'ils sont moins importants que numéro 1. C'est vraiment juste 5 conseils que je vous donne dans n'importe quel ordre. Donc le premier conseil que je peux vous donner quand vous expliquez un jeu de société, c'est de connaître son audience. La plus grosse erreur qu'on peut faire lorsqu'on explique un jeu, c'est de penser que tous les joueurs peuvent jouer à tous les jeux. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai fait une soirée jeu. On était 7 personnes et puis c'était surtout un groupe de joueurs avec qui on aime beaucoup boire et puis faire un peu la fête. Et puis ce groupe-là, on était assis autour de la table. Puis moi, j'avais prévu bien sûr de faire des jeux, plus des jeux d'ambiance, mais je me suis dit juste pour commencer la soirée, pour un peu leur montrer autre chose, on pourrait vite faire une partie de It's a Wonderful World avec la première extension, ce qui nous permet de jouer à 7 joueurs. Grosse erreur. Sachez que pour moi, It's a Wonderful World, c'est un jeu qui est devenu simple et puis c'est un jeu que j'ai tellement joué que j'ai l'impression de le connaître par cœur, mais je me suis vite rendu compte que c'est le genre de jeu que on peut pas nécessairement s'attendre à ce que tout le monde autour de la table soit concentré à 100% lorsque justement on est en train de boire, on est en train de discuter, on est un peu en train de faire la fête et puis ça l'a vraiment tombé à l'eau. Quand on explique un jeu comme It's a Wonderful World, bien sûr ça prend un certain sérieux autour de la table, puis encore plus quand on explique à 7 joueurs qui ont jamais joué, il faut vraiment que tout le monde écoute parce que sinon on va être souvent interrompu, on va souvent avoir les mêmes questions qui reviennent. Attention, je suis pas en train de dire que It's a Wonderful World c'est un jeu qui est impossible à expliquer à 7 joueurs parce que moi je l'ai fait en plus lors d'une soirée jeu dans un bar à jeu avec 7 personnes, donc ça je l'ai fait et puis ça a super bien marché, tout le monde écoutait, tout le monde était attentif. Donc ça dépend vraiment du groupe avec lequel tu es, puis je suis pas en train de dire qu'il y a des groupes qui sont meilleurs que d'autres parce qu'ils sont capables d'écouter ou pas, c'est juste de savoir qu'est-ce que les gens s'attendent à faire quand ils viennent à ta soirée jeu? Est-ce qu'ils s'attendent à s'asseoir puis vraiment se concentrer sur un gros jeu ou ils s'attendent à se poser un peu des questions, de boire 2-3 bières? Donc c'est vraiment important de connaître son audience. Quand je repense à cette soirée où j'ai foiré avec It's a Wonderful World, je pense que j'aurais été bien mieux de sortir un top 10 ou un Just One, soit des jeux où ça prend 5 minutes d'expliquer les règles et puis on peut vite embarquer dans le jeu parce que les gens ils viennent pas ici nécessairement pour écouter les règles, ils veulent jouer. Donc encore une fois, ça dépend du groupe de joueurs et puis des attentes de ces joueurs-là. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de partir du principe que tout doit être expliqué. N'oubliez pas, chers joueurs, qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même expérience de jeu que nous, les fous des jeux de société. Par exemple, un jeu comme The Crew, ça peut sembler super facile à expliquer pour des gens comme nous, les fous ludiques, parce que tu as simplement besoin de dire « Ah, mais tu sais, c'est comme un jeu de pli, mais coopératif. » Par contre, si quelqu'un n'a jamais joué à un jeu de pli, tu peux pas juste leur dire ça parce qu'ils vont dire « Mais c'est quoi un jeu de pli? » Donc, il faut vraiment être sûr que tout le monde autour de la table connaît les mécaniques qu'on va employer dans le jeu. Bon, fait que tu vois, c'est super simple. T'as déjà joué à un jeu de pli? Un quoi? Un jeu... Ben, ok, t'as déjà joué à un jeu de cartes? Un quoi? Ben, un jeu... Attends un peu, j'avais quelque chose dans l'oreille. Un quoi? C'est pour ça que c'est mieux de séquencer nos explications par rapport aux mécaniques qui vont être utilisées. Bien sûr, on peut demander en commençant, est-ce que tout le monde a déjà joué à un jeu de pli? Oui. Alors là, on peut dire ça. Mais si c'est pas le cas, il faut commencer vraiment à la base. C'est la même chose avec des jeux. Moi, j'ai vu des fois des gens commencer une explication. Alors, vu que c'est un jeu de placement d'ouvriers, il va y avoir un peu de draft, il va y avoir un peu... Puis là, t'as des gens autour de la table, il y a des ouvriers, moi, j'ai quoi? Donc, je répète, partez du principe que tout doit être expliqué, et puis au pire, vous en enlevez de votre explication. Mon troisième conseil pour vous, c'est d'éviter la
terminologie qui est propre au jeu. Ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que je vois lorsque quelqu'un est en train d'expliquer un jeu. Bon, encore une fois, je dis pas que c'est une erreur, mais si vous voulez mon avis, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'éviter la terminologie qui est vraiment spécifique à ce jeu-ci, puis qu'il faut vraiment comprendre tout le jeu pour pouvoir comprendre ces mots que vous êtes en train de dire. Je vous donne un exemple. Disons que vous êtes en train d'expliquer un jeu et puis les pions dans le jeu, ça s'appelle des scientifiques. Mais là, à la place de les appeler des scientifiques, appelez-les des pions. On voit que c'est des pions. C'est plus facile pour les gens de comprendre ce que c'est. S'il y en a qu'un, c'est pas la fin du monde, mais à force d'accumuler tous ces termes qui ne représentent pas la chose qu'elle est, c'est sûr que là, les gens, ils vont se dire, mais attends, c'était quoi déjà le scientifique? C'est ça ou c'est ça? Donc, essayez vraiment de partir du principe que ben, le pion en bois, c'est le pion en bois, la pièce, c'est la pièce. Et puis, au pire, allez, vous pouvez ensuite, une fois qu'il y a peut-être 2-3 tours de jeu de jouer, vous pouvez dire, hey, vous vous souvenez, là, les petits pions en bois, si jamais ça s'appelle des scientifiques. Vous voyez, c'est très simple et puis c'est plus facile pour les gens d'avoir déjà vu le jeu jouer et puis ensuite y rajouter les terminologies. Ça m'est même arrivé le week-end dernier, c'est pour ça que j'ai un peu pensé à cette vidéo parce qu'on était à un enterrement de vie de garçon et puis il y avait un de nos amis qui expliquait un jeu de dés très simple. Puis encore une fois, hein, ça peut être sur des jeux très simples qu'on fait cette même erreur-là. Et donc, il est en train de parler de... Il nous donne des genres de capsules de bière parce qu'il cherchait des pions, je sais pas trop quoi, puis il nous donne ça. Puis après ça, après un moment, il commence à parler de... Ouais, fait que si t'as 3 fiches ou plus, tu vas faire ci. Puis nous, on se dit, mais des fiches, c'est quoi des fiches? Puis il dit, ah, mais c'est les capsules de bière. Mais appelle-les les capsules de bière, ça change absolument rien au jeu d'avoir la terminologie propre. Mon quatrième conseil pour vous, c'est éviter de donner trop d'explications sans exemple. Ce conseil, c'est peut-être le plus évident, mais en tant qu'enseignant, je trouve aussi que c'est le plus important à suivre. Quand on est en train de donner des explications, surtout quand on explique un jeu, c'est important de temps en temps de prendre une pause pour un peu montrer un exemple de ce qu'on vient d'expliquer. Si je suis en train d'expliquer qu'on prend tel ouvrier pour le mettre sur tel endroit pour faire telle action, ben ça me prend 2 secondes de juste dire, regardez, si je le prends ici, je le pose ici, une fois que ça c'est fait, je peux ensuite faire ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont visuels et puis qui apprennent avec le visuel, donc c'est très important de prendre ce temps-là, même si ça semble évident, si on dit on prend un ouvrier, on va sur un endroit, ils peuvent le visualiser, mais juste de prendre le temps de le faire, ça met un peu tout le monde sur la même page, comme ça on sait qu'est-ce qu'on doit faire pendant le jeu. Par exemple, je vais prendre un jeu classique que tout le monde connaît. Si je suis en train d'expliquer les règles de Catan, puis je veux parler de la production, puis tu sais, je dis à chaque tour, ben là, quand on roule un dé, ça va faire 3 blés ou quoi que ce soit. Ben, je vais prendre vraiment un petit village, puis je vais le mettre sur mon jeu qui est déjà mis en place, bien sûr. Je vais simuler un lancer de dés pour leur montrer. Alors, vous voyez ici, 3, ça produit du blé. Et puis en même temps, ça montre aux autres joueurs que... Ah, ok, fait qu'en gros, c'est 100% de la chance. Et puis mon 5e conseil pour vous, soyez confiants. Ce conseil, franchement, je pense que c'est celui qui est le plus souvent oublié. Il faut savoir que dans la vie, que ce soit en expliquant des règles de jeu, que ce soit en enseignant de l'anglais par exemple, ou que ce soit même en racontant une histoire à quelqu'un, c'est toujours plus facile pour une audience de le suivre si vous le faites avec confiance. Fait que dans ce jeu-là, on va avoir 3 ouvriers, et puis on va... non, pardon, 4 ouvriers. Puis avec ces 4 ouvriers-là, on va aller sur ces endroits-ci. Ou c'est peut-être sur... Attends, 2 secondes. C'est assez compliqué comme jeu, là. Je vais juste... Ah oui, ça le dit, ça le dit ici, c'est bon. C'est ici qu'on va les envoyer. Et avec de l'enthousiasme. Donc, dans ce jeu-ci, on va envoyer nos ouvriers à des endroits pour faire des points de victoire qui vont nous permettre de faire encore plus de points de victoire en faisant les actions suivantes. Les actions suivantes pour faire les points de victoire sont les suivantes. On peut envoyer un personnage ici, ici, ici. Donc c'est très important d'être confiant et enthousiaste dans ce qu'on fait parce que c'est sûr que si on commence à faire nos explications puis nous on n'est pas vraiment convaincus de ce qu'on est en train de dire, les autres ils vont le voir ça puis ça va transparaître et puis il y aura encore plus de questions qui vont être posées puis les gens vont vous dire mais est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que tu veux pas regarder dans les règles? Donc c'est toujours des choses qui vont faire ralentir l'expérience de l'enseignement du jeu et puis qui va retarder aussi la partie en cours. Je sais que j'avais dit que j'en avais 5 pour vous mais je vous en donne une 6e en bonus. Vous pouvez toujours dire à votre groupe de regarder une vidéo règle avant d'arriver. Si vous savez que vous avez un gros jeu de prévu, exemple ce soir, et puis vous voulez absolument que tout se déroule bien, c'est pas une mauvaise idée de leur envoyer un lien YouTube vers une vidéo de quelqu'un qui explique les règles de jeu de société. Je prends un exemple totalement au hasard. Disons que ce soir, vous allez faire une partie de Bitoku. Et puis Bitoku, c'est un gros jeu compliqué. Puis vous avez regardé le livre des règles, vous dites « Oh, il y a beaucoup trop de règles. » Ben dites-vous toujours qu'il y a des gens
qui ont fait des vidéos sur ces jeux-là. Et puis, c'est des vidéos que vous pouvez envoyer à votre groupe d'amis. Et puis, même si c'est pas tout le monde qui regarde cette vidéo-là, disons que sur 4 joueurs, il y en a 3 qui la regardent, ben c'est sûr que lorsque c'est le temps d'expliquer les règles, que vous, bien sûr, vous connaissez, c'est sûr que s'il y a une personne à table qui connaît pas les règles, ça va aller beaucoup plus vite lui expliquer les règles quand les 2 autres les connaissent parce qu'ils vont peut-être t'aider, ils vont pouvoir t'assister, dire « Ah oui, oublie pas ça ». Donc, c'est toujours une bonne idée d'envoyer une vidéo règle avant, surtout pour des plus gros jeux. Donc voilà, je vous ai donné 6 conseils pour vous aider à vous améliorer lors de vos explications, lors de soirées jeux. Laissez-moi savoir dans les commentaires s'il y a des conseils que vous voulez donner aussi aux autres auditeurs de On Joue Dessus. Et puis si par exemple, il y a des conseils que moi j'ai donnés que vous n'êtes pas d'accord avec, laissez-les aussi dans les commentaires. Donc c'est tout pour moi cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de